Bienvenue à cette 13e et dernière émission du cours Montréal en évolution. Aujourd'hui, nous traiterons des années qui vont de 1975 à nos jours, ces années que j'appelle les années de réappropriation. Mais avant d'aborder ce sujet, je reviens sur quelques points importants de l'émission précédente. L'évolution du Montréal contemporain peut être divisée en deux étapes. D'abord, de 1950 à 1975, c'est l'urbanisme progressiste qui domine, un urbanisme qui est basé sur la croyance au progrès, au rationalisme, sur une conception de l'individu comme un type universel identique en tout lieu. C'est un urbanisme de rupture et ça marque les années que j'appelle de rattrapage. De 1975 à aujourd'hui, c'est un urbanisme différent qu'on appelle culturaliste qui domine. Il est basé sur des valeurs culturelles et sur la tradition. Il est davantage sensible à l'histoire et aux conditions locales. C'est un urbanisme qui essaie d'intégrer le nouveau à l'ancien. C'est un urbanisme qu'on peut appeler de continuité et qui va marquer ces années de réappropriation. L'idéologie sous-jacente aux années de rattrapage et à l'urbanisme progressiste, c'est l'idéologie du progrès et de la croissance. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Elle est basée sur l'avoir, à savoir la satisfaction des besoins économiques et politiques. Deuxièmement, les technocrates sont au pouvoir, ces gens qui ont été formés à l'étranger et qui veulent changer le Québec selon les modèles étrangers. Troisièmement, les architectes et les urbanistes sont en faveur du mouvement moderne en architecture et en urbanisme parce qu'ils coupent avec la tradition et ils vont établir une complicité avec les technocrates pour moderniser le Québec. Les conséquences de ces années de rattrapage, vous les connaissez, c'est la construction des grands complexes multifonctionnels au centre-ville, place Ville-Marie, place Bonaventure, place de la Bourse et le complexe des Jardins et d'autres. Deuxièmement, une vague de démolition sans précédent, encouragée par des zonages permissifs, tel le zonage du flanc sud du Mont-Royal, qui couvrait plus ou moins le secteur du 1000 carrés. Troisièmement, une importante ou d'importantes dislocations sociales, engendrées notamment par l'établissement du nouveau réseau d'autoroutes urbaines, un cas type, le quartier de Notre-Dame-de-Grâce, coupé en deux par l'autoroute des Carrés. Évidemment, ce type de rupture engendre des changements dans les classes sociales, des tensions et des confrontations. Et enfin, rupture spatiale et esthétique un peu partout, engendrée par des conflits d'échelle et des conflits de forme. Le Vieux-Montréal, à l'époque, on se rend compte, est incapable d'absorber le développement contemporain et il y a un déplacement qui se fait du centre-ville vers un nouveau pôle de centre-ville le long du boulevard de Chester, appelé aujourd'hui René-Lévesque. Mais l'élément déterminant, c'est la présence de trois îlots contigus représentant 9 hectares, appartenant à un même propriétaire qui est le Cadien national et c'est un propriétaire public, ce qui rend la place Ville-Marie possible et la place Ville-Marie va attirer d'autres grands générateurs d'activité. Donc, Place Ville-Marie, c'est un complexe typique du modèle progressiste tel que prôné par la Charte d'Athènes. On voit que c'est un complexe multifonctionnel, dissocié maintenant de la rue traditionnelle. Il y a une ségrégation des circulations entre circulation véhiculaire et celle des piétons. C'est un complexe qui s'adresse à un individu universel. En résumé, la Place Ville-Marie, par ses fonctions, par ses formes, par ses matériaux, n'a aucune référence avec l'architecture traditionnelle de Montréal, mais elle a des références avec des plans théoriques tels que le plan de Voisin ou encore le plan de la ville radieuse de M. Le Corbusier. Parmi les constructions marquantes de ce nouveau pôle de centre-ville, il faut retenir la place Bonaventure, le complexe le plus progressiste, celui du moins qui pousse le plus loin le concept de la ville dans la ville. Il y a la tour de la Bourse, sur le square Victoria, architecture dynamique et lyrique, mais qui malheureusement a un impact négatif sur le square Victoria lui-même. Le château, le tour du château Champlain plutôt, qui s'intègre mieux, lui, aux formes dominantes autour du square Dominion, grâce à ses formes cintrées de ses ouvertures qui rappellent le dôme de la cathédrale Marie-Reine du Monde et les arcades de la gare Windsor. Évidemment, il y a là dans cette tour l'influence du grand architecte américain Fried Lord Wright. Vous avez la tour de la Banque canadienne impériale de commerce, encore là, très élégante grâce à ses bonnes proportions, mais malheureusement mal rénovée. La tour du CIL, appelée aujourd'hui Trust Royal, élégante, neutre et froide, peut-être le prototype par exemple
excellence de la tour à bureau moderne. Et enfin, presque un chef-d'œuvre, Westmont Square, conçu par l'architecte Mies van der Rohe, remarquable par sa pureté et la sobriété de son volume et de ses détails, qualité des matériaux, métal noir et vert, encore là, malheureusement, mal rénové. La place Ville-Marie va avoir une grande influence dans tout le pays, mais une influence à Montréal même, dans un nouvel axe de développement du centre-ville, ce qu'on appelle l'axe Est, qui est développé le long d'un cheminement piéton entre la station de métro Place des Arts et la station de métro Place d'Armes et tous les complexes qui vont suivre, Place des Arts, Complexe des Jardins, Guy Favreau et Palais des Congrès. C'est le pôle francophone là, qui veut contrebalancer le pôle ouest qui est associé aux anglophones, et le complexe des Jardins va s'imposer par sa grande classe intérieure, tandis que le complexe Guy Favreau, peut-être moins intéressant, est intéressant par sa cour extérieure, qui est comme un oasis au centre-ville. Vous savez que notre ville souterraine est la plus développée au monde, malgré qu'elle n'a pas été planifiée, dans le sens qu'on a commencé avec Place Ville-Marie, on a fait des liens avec la gare centrale, la place Bonaventure, et lorsque les premières stations de métro ont été construites, on a eu l'occasion de faire les liens, ce qui a donné un lieu confortable et animé, et qui va servir de contrepoids aux centres commerciaux de banlieue. Dans ce sens-là, c'est une ville souterraine qui va être encouragée par les marchands et par le service d'urbanisme. Le pôle Est va être planifié de façon plus cohérente, tandis que la ville souterraine continue à se développer dans le pôle ouest, notamment le long de l'avenue McGill College. Bon, comme critique de cette période, on peut dire que c'est une période d'euphorie, une période d'énergie, une adhésion à de nouvelles valeurs, ici comme ailleurs. On croit à l'émergence d'un homme nouveau, d'une société d'abondance. Il y a une explosion démographique et d'urbanisation. Il y a des pressions de développement. Devant tout ça, il faut reconnaître que les gens ont une approche assez cohérente pour répondre à ces pressions-là. L'exemple, c'est ce plan Horizon 2000, où on prend conscience des nouveaux patrons dans l'implantation de l'industrie et de l'habitation. On a quand même des actions, on construit un métro, on restructure le système routier. À travers tout ça, il y a des éléments positifs et négatifs, mais il faut reconnaître que les impacts étaient difficiles à prévoir à l'époque. Bon, la ville souterraine qu'on a tendance à critiquer maintenant, c'est quand même un apport positif grâce à ses liens entre les divers moyens de transport. C'est quand même une ville qui est appropriée, et s'il y a des conflits, c'est des conflits qui sont plutôt récents et qu'on devrait mieux planifier. L'architecture de la période de rattrapage, reconnaissons que parmi ces grands complexes, c'est supérieur à l'architecture qu'on fait aujourd'hui, et ça fait même partie maintenant de notre patrimoine contemporain. Place Ville-Marie, Place Bonaventure, le complexe de la Bourse, la Banque canadienne impériale de commerce, Westmont Square. Ce qui est négatif, c'est que ce modèle progressiste est indépendant du modèle traditionnel. Et le malaise que nous avons devant ça, c'est que les deux modèles semblent être inconciliables tant du point de vue de la fonction que des formes, d'où les démolitions, d'où les ruptures spatiales, d'où les ruptures visuelles et esthétiques. Bon, évidemment, parce qu'on a déplacé Place Ville-Marie vers le 1000 carrés, on a protégé le Vieux-Montréal, mais c'est le 1000 carrés, effectivement, qui a été détruit. Aujourd'hui, nous allons aborder les années de réappropriation qui succèdent aux années de rattrapage. Un profond changement d'idéologie s'effectue avec le début des années 1970. Ce changement s'inscrit dans un mouvement culturaliste qui s'oppose au précédent mouvement progressiste. Remarquez que ce changement n'est pas propre à Montréal, il s'effectue à l'échelle de la planète. Et il a des causes multiples, telles que la crise du pétrole, les crises économiques, la crise de l'environnement. Au niveau de l'architecture et de l'urbanisme, les causes du changement sont multiples, mais c'est surtout la déception et la désillusion de la population, ici comme ailleurs, face à l'architecture et à l'aménagement moderne qui constituent une des causes principales. La réaction du journaliste Benoît Aubin devant l'édifice 2001 de la rue Université est symbolique de la réaction de la population devant l'architecture moderne. D'ailleurs, cet édifice de 2001 de la rue Université est symbolique de cette architecture moderne qui va trop marquer le nouveau pôle du centre-ville. À la longue, ce building est devenu pour moi le symbole de la faillite de l'architecture moderne, de la trahison des architectes.
On espère d'eux qu'ils soient des artistes conscients de leur mission de meubler la ville que nous habitons, d'inscrire le message de notre époque, de notre histoire, de nos goûts dans la pierre. Mais ils se révèlent souvent des technocrates de la planche à dessin qui développent de sinistres outils de production verticaux pour des investisseurs anonymes dans une ville dont ils ne se soucient pas. Il y a un événement en particulier qui va indiquer très clairement ce changement d'idéologie à Montréal, c'est la démolition de la maison Van Horn le 7 septembre 1973. Aucune démolition n'a fait l'objet de controverses plus grandes ou de plus de publicité, et même à l'échelle du Canada, que la démolition de la maison Van Horn. Cette maison Van Horn était située à l'angle nord-est des rues Sherbrooke et Stanley. C'était la propriété de William Cornelius Van Horn, le constructeur du premier chemin de fer transcontinental et président du Canadien Pacifique. La maison fut érigée en 1889 et ne possédait rien de très particulier, sauf une grande opulence, et aussi elle avait été décorée à l'intérieur par Edward Colonna, un des fondateurs de l'Art nouveau. La démolition de la maison Van Horn est symbolique de la prise de conscience de la population que l'élégance traditionnelle de Montréal, le patrimoine collectif et familier, l'environnement, tout ça pouvait être la proie en tout temps de la convoitise des promoteurs. Et que l'architecture moderne qui remplaçait cette élégance, on peut voir à l'écran l'édifice qui a remplacé la maison Van Horn, cet édifice qui a été mis de l'avant par le promoteur David Azrieli. Cette architecture moderne était la négation de l'élégance caractéristique de Montréal. Deuxièmement, la maison Van Horn, c'est aussi le symbole de la prise de conscience que cette destruction n'est pas due uniquement aux promoteurs, aux méchants promoteurs, mais que cette destruction est planifiée par des règlements de zonage, notamment le règlement du zonage 3722, dit du flanc sud du Mont-Royal, dont nous avons parlé au cours de la précédente émission. Alors, ça veut dire que la promesse des technocrates de changer et de moderniser le Québec, le résultat était quand même pas très encourageant. Le résultat était la destruction d'un milieu familier et satisfaisant pour le remplacer par un milieu aseptisé et rebutant. Et enfin, la maison Van Horn, sa démolition, sonnait le glas de l'idéologie de rattrapage et annonçait la domination de l'idéologie que j'appelle, moi, de réappropriation. Quelles sont les caractéristiques de cette idéologie de réappropriation? D'abord, elle est basée sur l'être. Contrairement à l'idéologie de la croissance qui visait à satisfaire les besoins économiques et politiques, cette idéologie de la réappropriation vise à satisfaire les besoins physiologiques et psychologiques. Le bonheur et la qualité de la vie remplacent le slogan « Maître chez nous ». Deuxièmement, contrairement à l'idéologie de rattrapage qui s'appuyait sur les techniciens, l'idéologie de réappropriation a une base populaire et les experts en sont absents. Les messages sont véhiculés par des groupes populaires de quartier ou encore par des groupes de pression tels que Espace Vert, Sauve Montréal, Héritage Montréal et les autres. Il y a désormais une dichotomie entre l'architecture qui est prônée par les experts et l'architecture qui est appréciée par les profanes. Ça fait même l'objet d'enjeux sociaux. Chaque groupe adhère à un concept ou à des concepts et à des formes qu'il comprend et qu'il valorise. Les architectes, entre autres, vont valoriser l'abstraction dans l'architecture et comme exemple, on pourrait présenter celui de la Banque de Paris sur l'avenue McGill-College. Tandis que la population en général va préférer les formes conventionnelles, comme les arcades qu'on peut retrouver maintenant dans la ville de Saint-Léonard. Troisièmement, cette idéologie est marquée par la redécouverte et la réappropriation de l'habitat ancien. Les quartiers traditionnels, dans leur structure sociale et dans leur composition physique, sont désormais préférés à l'aménagement contemporain. Un très bon exemple, c'est la cité Concordia. Dans le secteur de Milton Park, là, on commence à développer ce secteur par un modèle inspiré de la Charte d'Athènes. Mais à un moment donné, on arrête le tout sous la pression populaire pour recommencer à rénover les habitations traditionnelles. Et vous avez là la coexistence de deux types d'habitats, ce qui est très symbolique de la succession de l'idéologie de rattrapage vers l'idéologie de la réappropriation. Et enfin, cette idéologie est marquée par la valorisation de l'architecture patrimoniale. Des ouvrages comme L'Encyclopédie de la Maison québécoise de Michel Lessard et de Huguette Marquis, qui est publié en 1971, devient un best-seller. D'un côté, cet ouvrage est critiqué par les experts, mais de l'autre côté, les profanes l'adoptent et y trouvent un grand intérêt. On s'aperçoit que l'architecture n'est plus un domaine d'experts et que de toute façon, les experts sont perçus comme incapables de faire une architecture satisfaisante.
Alors, quelles sont les conséquences de cette idéologie de réappropriation sur l'aménagement du milieu montréalais? D'abord, elle permet d'éviter le pire. Les groupes de pression, la population en général vont sauver certains domaines et édifices patrimoniaux. C'est le cas du domaine de Saint-Sulpice qu'on a voulu redévelopper à l'époque avec de très grandes tours. C'est le cas du couvent des Sœurs Grises de Victor Bourgeois qu'on a voulu démolir pour ne conserver que la chapelle et en faire un complexe multifonctionnel. Deuxièmement, contrairement aux années de rattrapage, le patrimoine de conservation, le patrimoine qu'on conservait comme dans un musée, fait place à un patrimoine d'utilisation. Et les critères d'évaluation du patrimoine sont pondérés par des critères d'appropriation. Et le meilleur exemple de ce changement, c'est la maison Alcan. Autant la place Ville-Marie fut le symbole des années de rattrapage à Montréal, la maison Alcan est le symbole des années de réappropriation. La différence entre les deux complexes est marquante et totale. La place Ville-Marie, on se le rappelle, a été construite sur un terrain vierge. La maison Alcan, au contraire, va intégrer des bâtiments existants. La place Ville-Marie serait tout aussi à son aise à Toronto qu'à Melbourne. Évidemment, la maison Alcan ne peut être qu'à Montréal. Enfin, la place Ville-Marie, par sa forme et sa hauteur, représente un symbole très évident dans l'environnement urbain. La maison Alcan s'intègre à son environnement, se fait modeste au profit de la continuité urbaine. La maison Alcan combine sous la rue Sherbrooke 5 bâtiments patrimoniaux, dont l'ancien hôtel Berkeley et la maison Athelstan, dont nous avons déjà parlé. Elle fut réalisée par les architectes Arcop et Associés en 1979-1983. Ces bâtiments patrimoniaux, dont 2 ont été complètement restaurés à l'intérieur, sont reliés par un atrium vitré à un groupe de 2 nouveaux bâtiments reconnaissables par leur parement extérieur en aluminium. Et le tout est complété par ce magnifique jardin. La maison Alcan est comme un hommage à l'histoire et à la culture urbaine de Montréal. Elle représente une contribution très significative aux efforts de notre temps pour rendre la ville plus humaine. Troisième conséquence de cette domination de l'idéologie de la réappropriation, l'apparition de l'architecture post-moderne. On a vu que les architectes professionnels avaient été assez absents du développement de cette idéologie de réappropriation et ils vont tenter de récupérer le sentiment populaire en développant une architecture postmoderne. Marquez bien que l'architecture postmoderne avait été développée d'abord aux États-Unis. L'architecture postmoderne fait intervenir des représentations dans l'architecture. Elle a recours à un vocabulaire historique, elle a recours aux formes vernaculaires, elle revient à des matériaux locaux prestigieux, dont le fameux granit à Montréal. Par contre, souvent, l'architecture postmoderne s'avère qu'un simple maquillage de l'architecture moderne, parce que cette architecture s'inspire toujours dans son implantation ou dans ses concepts de la fameuse charte d'Atherne. Et l'architecte a recours à des formes à la mode comme un habillement. Et très souvent, malheureusement, cette architecture va rester superficielle. Quatrième conséquence, le retour à l'urbanisme esthétique, tel qu'il s'est pratiqué au début du siècle. Nous avons vu au cours de la 11e émission l'influence du mouvement américain d'embellissement civique, ce mouvement qui était issu de l'exposition universelle de Chicago en 1893 et qui va marquer un retour au principe d'aménagement de la Renaissance, notamment la prédilection pour les axes, pour les mises en valeur de l'architecture par les perspectives, par les vistas. Un exemple, à Montréal, c'était la ville de Maisonneuve. Durant les années 1910-1915, on a vu que le boulevard de Morgan avait mis en valeur le marché public et les bains publics de Maisonneuve. On revient, durant cette période actuelle, à cet aménagement qui n'est plus global, mais qui est davantage sectoriel, qu'on peut appeler, si vous voulez, de l'urbanisme de projet. Et l'objectif, c'est de faire du design urbain, c'est de faire de l'urbanisme esthétique. Et un des meilleurs exemples à Montréal, bien que l'artère n'est quand même pas tellement bien réussie, mais exemple d'intervention, c'est l'avenue McGill College.
C'est en 1923, avec l'incorporation du chemin de fer du Canadien national et la nécessité de construire une nouvelle gare à Montréal, que naquit l'idée de relier le campus de l'Université McGill et la montagne avec cette nouvelle gare par un boulevard de prestige à l'exemple de Park Avenue à New York. En 1929, un premier plan est présenté à cet effet. Manifestement, il est influencé par le mouvement d'embellissement civique. Son concept se traduit par une large artère bornée de commerces et de tours à bureaux et qui met en valeur d'un côté le Mont-Royal et de l'autre côté la nouvelle gare. Malheureusement, la grande crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale coupèrent court à ce projet. Seule la gare centrale fut construite à partir de 1938 dans le cadre d'un programme d'aide à l'embauche. Après la guerre, Jacques Grébert à qui on doit le plan directeur de la capitale nationale. On le consulte concernant l'aménagement de cette artère. Alors, Jacques Grébert considère que Montréal est unique parce qu'elle a un centre-ville coincé entre la montagne et le fleuve. Et il va confirmer que c'est une très bonne chose de mettre en relation visuelle le centre-ville et la montagne par une grande perspective visuelle aménagée d'une façon classique. Et il va recommander de créer au centre-ville une place publique comme pôle de cette perspective visuelle. Et comme on le sait, cette place publique correspond aujourd'hui à la plaza de la place Ville-Marie. Maintenant, ces recommandations de Jacques Grébert ne font jamais l'objet d'un plan bien défini. Par contre, on poursuit toujours l'objectif de mettre en valeur la montagne par cette artère McGill College. Alors aujourd'hui, c'est plus ou moins terminé et on peut considérer que le résultat est plus ou moins aussi satisfaisant d'un point de vue esthétique et d'un point de vue de design urbain. L'artère, d'abord, apparaît trop large pour sa longueur et ces trottoirs sont définitivement trop vastes pour leur fréquentation. Au niveau de la silhouette, bon, elle est toute en rupture parce que les bâtiments ne sont pas toujours de même hauteur et de même, les bâtiments ne sont pas tous alignés d'une façon d'ensemble avec l'artère. Du côté nord, la fameuse colonnade rhodique qui indique l'entrée du campus McGill, elle est malheureusement asymétrique par rapport à McGill College. Et du côté sud, l'entrée de la place du garage de la place Ville-Marie et cette façade qui est très moche de l'hôtel Reine-Élisabeth en font un paysage urbain parmi les plus démoralisants de la métropole. On vous concède que la vue du Mont-Royal est superbe, mais l'artère, malheureusement, contribue peu ou pas à la mettre en valeur. Il est probable que si les pressions pour le développement immobilier, pressions réelles ou imaginées, s'étaient maintenues au niveau des pressions des années 1960, que la cause du patrimoine aurait connu peu de succès. La valorisation de l'architecture patrimoniale a été rendue possible en partie par l'absence de pression de développement avec le début des années 1970. L'activité économique s'est alors déplacée du développement ou la construction d'immeubles nouveaux vers la rénovation, vers le recyclage. Et ce déplacement a été favorisé par un stock considérable d'immeubles anciens que possède Montréal, immeubles commerciaux, immeubles industriels, immeubles résidentiels. C'est une évolution intéressante parce qu'elle va permettre de refaire le tissu urbain déchiré par les développements des années de rattrapage. Pas le refaire complètement, mais contribuer à le recoudre. Un exemple nous est donné par une comparaison entre le centre de commerce mondial et la tour de la Bourse. Les deux sont situés en bordure du Square Victoria. Comme nous l'avons vu au cours de l'émission précédente, la tour de la Bourse est conçue au cours des années de rattrapage, alors qu'on pense que Montréal va devenir en l'an 2000 une grande métropole de 7 millions d'habitants. On a besoin d'équipements contemporains pour faire face à ce défi. D'ailleurs, au début, on prévoit 3 tours semblables. On démolit les bâtiments existants et on installe la tour qui nie le patrimoine du square. Pourquoi qu'elle nie le patrimoine du square? Parce que le patrimoine est associé à l'époque avec l'immobilisme. Mais 20 ans après, Montréal n'est pas une métropole de 7 millions d'habitants, mais bien de 3 millions.
Il y a beaucoup moins de pression pour le développement dans le domaine immobilier et la population est déçue par l'architecture moderne. Et on va retourner vers la ville et l'architecture traditionnelle qui est valorisée par la population pour assurer justement la vitalité économique dans le domaine immobilier. Et un des meilleurs exemples est le Centre de commerce mondial. Ce centre de commerce mondial va être érigé dans le quadrilatère borné par les rues Saint-Jacques, McGill, Saint-Antoine et Saint-Pierre. Comme la Tour de la Bourse, il veut faire le lien entre l'ancien centre des affaires dans le Vieux-Montréal et le nouveau centre qui s'est développé autour de la place Ville-Marie. C'est l'œuvre des architectes Arcop et Provencher et Roy qui vont intégrer des immeubles historiques, surtout des façades, un complexe ultramoderne regroupé autour d'un atrium. L'atrium est exactement au-dessus de l'ancienne ruelle des fortifications. C'est vraiment le patrimoine qui donne le caractère à l'ensemble et le patrimoine va même être utilisé comme marque de commerce. Prenez un exemple, l'hôtel Intercontinental qui fait partie de ce centre de commerce mondial, dont la tour moderne est située à l'angle Saint-Antoine, à l'angle des rues Saint-Antoine et Saint-Pierre. Mais cette tour est combinée avec un immeuble ancien, l'édifice Nordheimer sur la rue Saint-Jacques, qui va être construit en 1888 par des architectes de New York, Babcock, Cook et Willard. Et ce bâtiment, Nordheimer, est en style victorien. Et on va utiliser ce bâtiment-là pour les salles de réunion, pour les restaurants de l'hôtel. Et l'hôtel fait sa publicité avec un décor victorien. Un autre exemple de récupération, il s'agit du Mont-Royal Hotel, érigé dans le quadrilatère borné par les rues Peel, de Maisonneuve, Melcalfe et la place Mont-Royal. Il est érigé, cet hôtel, en 1921-22 par des architectes qu'on connaît déjà, Rost et MacDonald, dans un style beaux-arts. À l'origine, l'hôtel, qui a plus que 1000 chambres, est le plus vaste de l'Empire britannique. C'est un centre de congrès réputé et il va être recyclé en 1986-88 par des architectes Arcop. Ça va devenir les cours Mont-Royal. Vous les connaissez. C'est un complexe multifonctionnel de boutiques, de bureaux, d'appartements luxueux, regroupés autour de 4 cours intérieures avec leur puits de lumière. Malheureusement, dans ce recyclage, on va détruire la précédente salle de bal qui était merveilleuse et une partie du hall original, mais on va avoir la sagesse quand même de conserver certains éléments anciens, ce qui donne un caractère très réel à ce complexe. Mais ce complexe n'est pas aussi bien réussi que le recyclage de l'annexe de l'hôtel Windsor. On a parlé déjà de cette annexe, construite en 1906 par les architectes de New York, Adenberg et Gilbert. Cette annexe est recyclée en bureau en 1986-87 par les architectes Rea Fleck et Ken London. Je vous engage à aller voir cette restauration des salles et du hall original qui donne beaucoup de caractère à cette rénovation. Une autre rénovation très bien réussie est celle de la chapelle Sacré-Cœur. Cette chapelle est située à l'arrière de l'église Notre-Dame, celle qui est sur la place d'Armes, et elle a été construite en 1888-91 par les architectes Maurice Perrault et Albert Ménard dans un style néogothique orné en bois, style très, très orné. Un incendie, le 8 décembre 1978, va occasionner de graves dommages à cette chapelle et les architectes Jodoin Lamarre et Pratt vont commencer à la rénover en 1969-1980 selon un parti très particulier, dans le sens qu'ils vont conserver et récupérer les éléments qui ont échappé de beaucoup ou peu, disons, à l'incendie, et on va combiner ces éléments originaux avec une nouvelle voûte totalement épurée et un nouveau retable qui est l'œuvre du sculpteur Charles Daudelin. L'ensemble est très intéressant parce qu'il y a une espèce d'équilibre harmonieux entre l'ancien et le nouveau, et c'est comme un hommage autant à l'architecture historique qui est splendide qu'à l'architecture contemporaine qui est très appréciable. Un autre trait important de ces années de réappropriation, c'est que le recyclage ou la rénovation n'est pas limité à des bâtiments de très grande qualité ou à des édifices de prestige. Au contraire, plusieurs architectes de talent vont tirer parti de structures sans prétention et même banales. Et l'exemple par excellence de cette approche, c'est la rénovation du siège social de la compagnie Johnson & Johnson Incorporée. Ce ne sont plus uniquement les bâtiments patrimoniaux de prestige, à l'exemple de ceux de la Maison Alcan, qui font l'objet maintenant de rénovation et d'intégration. Une des rénovations les mieux réussies de ces dernières années,
c'est le siège social de Johnson & Johnson, situé sur le boulevard P9, au sud de la rue Rouen. Cette rénovation fut réalisée en 1983-1986 par les architectes Caillouette et Saillant. Johnson & Johnson s'est établi sur ce site dès 1919 à Hochelaga-Maisonneuve et a fini par occuper 3 bâtiments plus ou moins bien raccordés les uns aux autres. Au lieu de déménager lorsqu'il devint évident que ces bâtiments ne répondaient plus aux besoins de la compagnie, celle-ci préféra de rester sur place et de rénover son siège social. Les architectes supprimèrent le bâtiment central pour le remplacer par une cour intérieure qui sert plus ou moins de foyer au nouveau complexe. Cette cour est précédée par un pavillon de façade et à l'arrière-plan, il y a un bâtiment central qui sert d'entrée principale et qui accueille des services communs à l'ensemble. C'est une rénovation qui est très simple, très fonctionnelle et très harmonieuse. Et au surplus, elle fut très peu coûteuse. Donc, c'est la preuve que la bonne architecture n'est pas toujours une question de gros budget. C'est avant tout une question de bon sens, de talent et d'inspiration, comme en ont fait preuve les architectes responsables de cette rénovation. Il existe ainsi plusieurs autres exemples à Montréal de rénovation ou de recyclage de bâtiments et dont le résultat va être plus intéressant que le bâtiment d'origine. C'est le cas du faubourg Sainte-Catherine, situé sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue Guy, et qui était un ancien magasin de vente d'automobiles et qui va être recyclé sous forme de marché populaire inspiré par la Quincy Market de Boston. Un autre exemple, parmi plusieurs autres, le Luxe, ce bâtiment situé au 5220 du boulevard Saint-Laurent et qui était un bâtiment commercial quand même assez médiocre, rénové en 1984-85 dans une espèce de drugstore, la Nouvelle Vague, centré sur un escalier intérieur style vieille Europe. Tout ça est réalisé avec beaucoup de brio par un architecte de talent, M. Luc Laporte. Dans l'ensemble, les années de réappropriation sont surtout marquées par le recyclage et la rénovation, ou encore la construction d'édifices, mais de petite échelle, et plus par des gros édifices ou gros complexes, comme durant les années de rattrapage. Par contre, Montréal, comme les autres sociétés, subit l'influence de l'architecture postmoderne. Cette architecture qui a été développée aux États-Unis par des architectes tels que Michael Grave, Robert Stein et Robert Venturi. Cette architecture post-moderne est en réaction contre l'architecture moderne. Elle reproche à l'architecture moderne sa monotonie, son absence de caractère. Cette approche est nouvelle, c'est une approche romantique qui vise à donner davantage de présence et de personnalité aux édifices. Et pour cette raison, c'est une architecture qui retourne au décor inspiré par les styles historiques, qui retourne vers les matériaux de prestige. On peut presque dire que c'est une approche, c'est un retour, si vous voulez, à la manière des beaux-arts de faire de l'architecture, et on peut signaler qu'il y a une volonté chez les architectes d'essayer d'intégrer cette architecture dans le milieu environnant. À Montréal, parmi les premiers édifices importants de ce style postmoderne, il faut signaler l'immeuble Industriel Vie sous l'avenue McGill College, qui est complété en 1986 par les architectes Tolchinsky et Goods. La forme d'ensemble de cet édifice, c'est un peu la tour de garde du début de la colonie. L'édifice est marqué par une entrée monumentale qui rappelle la porte de la Banque royale sur la rue Saint-Jacques. Elle a des formes cintrées de certaines ouvertures qui rappellent les formes des ouvertures des institutions. Elle est recouverte, cette bâtisse, d'un revêtement de granit absolument splendide. Mais on reste quand même un peu mal à l'aise devant cet édifice parce que ces formes sont un maquillage. On se rend bien compte que cette architecture est inspirée par l'architecture moderne. D'ailleurs, remarquez que l'édifice est isolé sur les 4 côtés, et bien que l'édifice se trouve sur l'avenue McGill College, elle ne respecte pas l'alignement de l'avenue McGill College. Un édifice encore plus visible, c'est la maison des coopérants, construite derrière la cathédrale de Christchurch, complétée en 1986 par des architectes Webb, Zerafa, Menkes, Houston. Cet édifice reprend le style néogothique, à la fois dans la forme du sommet, à la fois dans les ouvertures au niveau du toit et du rez-de-chaussée, et à la fois dans la décoration du hall intérieur. Le volume et les formes dans l'ensemble présentent un certain caractère, surtout vu de loin. D'ailleurs, on l'a surnommé,
sont assez familières, le gratte-ciel à la tête de chat. Maintenant, c'est quand même un édifice qui est beaucoup moins intéressant lorsqu'on s'approche. On s'aperçoit que son décor de forme ogivale a un aspect assez superficiel et métallique. Et surtout, en fait, le bâtiment, son volume, écrase de sa masse la pauvre petite cathédrale Christ Church. Cette recherche de personnalité, cette recherche de décor va mener à un certain maniérisme qui n'est pas sans rappeler les excès de l'éclectisme victorien. Un exemple, c'est la place du Memorial Trust, terminée également en 1986 par les architectes Zedler et Hagen. La galerie de boutique n'est pas sans qualité, elle est très éclairée, mais elle présente un aspect très métallique, tandis que la tour, par ses formes et ses couleurs, prend l'aspect d'un dessin de bande dessinée. C'est le Centre canadien d'architecture qui est sans contredit, et cela à tout point de vue, le complexe le mieux réussi des années de réappropriation. Il est érigé dans le quadrilatère borné par le boulevard René-Lévesque, les rues Saint-Marc, Bale et Saint-Mathieu. Il est construit en 1985-88 par les architectes Peter Rose et Mme Phyllis Lambert. C'est le premier édifice au monde qui a été conçu spécialement comme un centre de recherche, d'études et un musée d'architecture. Et ce complexe tire le meilleur parti possible d'un site difficile situé en 2 bretelles d'accès à l'autoroute Ville-Marie. Comme vous le savez, il intègre la maison Shaughnessy, dont nous avons parlé au cours de la 9e émission, cette maison qui est parfaitement restaurée autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le complexe moderne lui-même prend la forme d'un E et va renouer avec le fameux classicisme de Montréal, le classicisme du 18e et du 19e siècle. À l'extérieur, on voit une architecture très contrôlée, très sobre, et on retourne à la fameuse pierre grise montréalaise. À l'intérieur, tout est ordre, lumière et rituel. Il s'agit d'une architecture noble et paisible, rehaussée par des matériaux locaux tels que le granit, l'aluminium et le bois d'érable. Le hall d'entrée sur la rue Bale est petit, mais digne des plus beaux halls de la période des Beaux-Arts. Il faut enfin signaler le jardin extérieur de l'autre côté du boulevard René-Lévesque, qui va être aménagé par Melvin Charney. Il s'agit d'un jardin de sculptures et les sculptures sont en dialogue avec la ville en contrebas. Du point de vue des équipements urbains, c'est le métro qui constitue la réalisation la mieux réussie de la période contemporaine. L'idée de faire un métro à Montréal remonte à 1910 et on en trouve une proposition dans l'esquisse préliminaire du plan directeur de 1944 avec un tracé très semblable au tracé d'aujourd'hui. Les conditions de base à la réalisation du métro sont atteintes à la seconde moitié du 20e siècle, à savoir une densité urbaine suffisante. En 1961, la ville de Montréal a plus qu'1 million d'habitants et sa densité moyenne est de 7 700 résidents par kilomètre carré. Deuxièmement, avec la création de nouveaux pôles de centre-ville, on a davantage d'activités au centre-ville. Les 2 premières lignes du réseau initial sont complétées en 1966. Et depuis, comme vous le savez, elles sont prolongées et on a construit 2 autres lignes. On peut voir d'ailleurs à l'écran le réseau actuel avec ses 61 km de réseau et ses 65 stations. Le réseau connaît quand même un succès d'utilisation puisqu'il a transporté près de 4 milliards de passagers depuis 1966. Le métro de Montréal se rattache d'un côté aux objectifs des années de rattrapage, à savoir améliorer l'accessibilité à Montréal. Mais par son aménagement, il se rattache à l'esprit culturaliste, notamment parce qu'il s'intègre fort bien aux conditions locales. Le métro de Montréal, contrairement à la plupart des métros, n'est pas conçu comme un service autonome de transport qu'on enfouit dans le sol pour une meilleure efficacité et une protection contre les intempéries. Il est conçu comme l'extension directe des patrons globaux de circulation urbaine. Et l'intégration à ces patrons globaux explique plusieurs caractéristiques du métro. D'abord, les 2 principales lignes ne sont pas construites sous les artères principales ou des artères principales, mais bien sous des artères secondaires. On a su profiter des îlots urbains qui sont longs et étroits et qui constituent notre grille de rue pour trouver des artères secondaires qui permettaient de desservir 2 grandes artères. Ainsi, par exemple, la ligne numéro 2 dans sa direction nord-sud est sous la rue Berry et la Jeunesse, donc à mi-chemin entre une artère très achalandée qui est Saint-Denis et l'autre qui
qui est Saint-Hubert. La même chose au centre-ville, cette ligne numéro 2 est sous la rue Vigée, donc à mi-chemin entre la rue Saint-Jacques et le boulevard René-Lévesque. Et la ligne numéro 1 est sous le boulevard de Maisonneuve, donc à mi-chemin entre la rue Sainte-Catherine et la rue Sherbrooke. Et au centre-ville, les stations des deux lignes sont ainsi placées qu'un piéton, habituellement, n'est pas plus éloigné qu'à 3 minutes de marche d'une station. La localisation des stations sous les rues secondaires va permettre aussi une meilleure intégration dans le domaine bâti et une meilleure intégration au réseau d'autobus. Ainsi, nos stations ne sont pas accessibles par les trottoirs, comme ça se passe presque toujours, mais sont construites, leur accès, sur des terrains résiduels où on peut utiliser les droits aériens pour les intégrer dans le bâti, ou encore on peut les cercler de boucle pour en faire une liaison avec le système d'autobus, comme on le retrouve dans la plupart des quartiers montréalais. Une autre adaptation de notre métro, c'est qu'il s'est adapté aux conditions assez difficiles quand même du sol montréalais, dans le sens que le sol montréalais est un sol en partie calcaire, donc qui est coûteux à construire, ou un sol d'argile où c'est pas facile, disons, à assurer une stabilité. Donc c'est dans le calcaire qu'on assure une meilleure stabilité, mais c'est coûteux et on a résolu ce problème de coût en adoptant une petite voiture sur thématique. Nos voitures ont 17 mètres de long par 2,5 mètres de large, à comparer à 23 mètres de long par 3 mètres de large, qui sont les voitures standards sur le continent. Et les voitures du continent, évidemment, circulent sur du fer. Alors, la petite voiture a permis la création d'un seul tunnel de 7 mètres de large, qui est économique, au lieu d'obliger d'en faire deux, ou un très large tunnel. Deuxièmement, la petite voiture sur pneumatique permet des rayons de courbure à la fois qui sont faibles et permet de monter des pentes jusqu'à 6 % comparé à 2 % pour le faire. Donc, ça permet, tant au point de vue horizontal que vertical, d'avoir une flexibilité pour aller chercher le roc. Et ça permet de pouvoir traverser, entre autres, sous le Saint-Laurent avec un minimum de désavantages. Autre caractéristique du métro de Montréal, c'est un équipement d'esprit culturaliste par la variété des formes des stations. Dans la plupart des métros du monde, comme vous le savez, toutes les stations sont semblables. Alors qu'à Montréal, malgré l'approche d'organisation spatiale des stations qui sont presque toujours semblables, et malgré la standardisation des programmes de circulation, vous avez une grande variété de stations par le volume, le choix des matériaux, les couleurs ou le type d'éclairage. Vous avez même des stations qui s'identifient de façon symbolique à leur quartier, le Code Outremont, la station de Castelnau, la station du Collège. En résumé, le métro de Montréal n'est pas uniquement un produit d'ingénieurs, mais une réalisation qui a réclamé la participation active d'architectes, tant du secteur public que du secteur privé. Chacune des phases de développement du métro de Montréal a produit des stations particulièrement intéressantes sur le plan de l'architecture. Ainsi, par exemple, sur la ligne numéro 1, il faut mentionner les stations Angrignon et Radisson. La station Angrignon, grâce à ses murs de verre et à ses voûtes translucides, est totalement ouverte sur l'environnement du parc du même nom. Tandis qu'à l'opposé, la station Radisson est fermée sur elle-même et présente le caractère architectural de l'intérieur d'un vaisseau spatial. Sur la ligne numéro 2, il faut retenir la station Bonaventure, dont les voûtes sont dignes de celles des grandes basiliques, tandis que la station du Collège renoue avec le langage architectural romain grâce à ses plafonds en caisson et à sa monumentale colonne ionique. Sur la ligne numéro 5, retenons la station Outremont, réalisée en 1986-87 par les architectes Dupuis, Chapuis et Dubuc. Ce qu'il faut retenir par rapport aux stations de métro, du métro montréalais, c'est qu'à partir des mêmes critères de performance, chacune des stations réussit à produire un caractère architectural particulier. Et contrairement à la plupart des métros dans le monde, dans les stations du métro de Montréal, ces stations sont identifiables par leur volume, par leur forme, par leur couleur et par le matériau, avant de l'être par leur nom. Les trois critères de performance imposés aux architectes qui veulent réaliser une station sont d'abord de créer un grand volume pour le confort et le bien-être des usagers. Deuxièmement, de s'assurer que la lumière naturelle va pénétrer jusqu'au fond de la station, ou du moins le plus profondément possible. Et enfin, réaliser la station avec des matériaux de très grande qualité.
Alors, cette station Outremont répond parfaitement à tous ces critères, grâce à son grand volume qui est abondamment éclairé et grâce à l'utilisation de matériaux tels que le bloc de verre et le bloc de terre cuite. Ces matériaux avaient presque disparu de nos métiers alors qu'ils avaient été à la mode en 1920 et 1930. Enfin, la station de métro Outremont s'intègre bien à son milieu urbain grâce au rappel sous forme de bas de relief des principales formes architecturales présentes dans le quartier. C'est l'œuvre d'un artiste, M. Gilbert Poisson. Et grâce aussi à ces poteaux de lumière qui sont semblables à ceux qui sont installés dans les rues avoisinantes. Nous arrivons au terme de 13 émissions consacrées à l'évolution de l'architecture et de l'urbanisme à Montréal depuis sa fondation en 1642 jusqu'à aujourd'hui. Que dire de cette évolution en résumé et en conclusion? Rappelez-vous d'abord que le changement est une donnée fondamentale de cette évolution. Il y a eu 3 périodes principales de changement. D'abord, la période pré-industrielle qui va de 1642 à 1840, caractérisée sur le plan de l'urbanisme par l'équilibre entre l'habitat desserré rural et l'habitat aggloméré urbain des villes et des villages. L'habitat desserré a eu comme structure la côte, tandis que l'habitat aggloméré, il s'agit d'un habitat homogène, va se regrouper autour des places publiques. Rappelez-vous la place du marché et la place d'Armes à Ville-Marie. Du point de vue de l'architecture, il y a dichotomie durant cette période entre l'architecture classique de la classe dirigeante et l'architecture vernaculaire des classes populaires. Deuxième période d'évolution, la période industrielle qui va de 1840 à 1950, caractérisée d'un point de vue de l'urbanisme par la rupture de cet équilibre entre l'habitat desserré et l'habitat aggloméré sous l'effet de l'urbanisation. La structure de l'habitat desserré va nous donner la grille de rue orthogonale dans sa régularité et dans ses irrégularités, telles des chemins de Côte-Saint-Antoine et de Côte-Sainte-Catherine, tandis que l'habitat aggloméré va se spécialiser en quartier industriel, quartier résidentiel, quartier de gestion, avec des rues pour relier ces quartiers, et la rue va remplacer la place comme structure dominante de ce type d'agglomération. C'est à cette période que se fait la division de la ville entre les francophones plutôt pauvres et qui résident du côté de l'est de l'île, tandis que les anglophones plutôt riches se retrouveront autour du Mont-Royal. Du point de vue de l'architecture, encore là, dichotomie entre l'architecture académique et l'architecture industrielle. L'architecture académique nous donne cette architecture victorienne qui recherche le symbole et qui retourne au style historique, style néo-roman, néo-gothique, néo-renaissance, néo-baroque, l'architecture beaux-arts, l'architecture du Second Empire et les autres, tandis que l'architecture industrielle va nous donner le squelette de pierre et l'habitation type. Troisième période de développement, la période métropolitaine qui va de 1950 jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant une grande région urbaine sous l'effet des forces centripètes et centrifuges. D'un point de vue de l'urbanisme, il y a une situation entre l'urbanisme progressiste plutôt vers l'urbanisme culturaliste. L'urbanisme progressiste va des années 1950 à 1975. Ce sont les années de rattrapage. C'est un urbanisme de rupture et qui va produire les complexes multifonctionnels et les tours d'appartements au centre-ville et le développement résidentiel unifamilial de banlieue. L'urbanisme esthétique, c'est l'urbanisme des périodes de réappropriation de 1975. Aujourd'hui, c'est un urbanisme de continuité qui cherche avant tout l'intégration. Et d'un point de vue de l'architecture, on retrouve les mêmes divisions durant les années de rattrapage, une architecture internationale, symbolisée par la place Ville-Marie et les autres complexes tels que Bonaventure, complexe de la Bourse, Westmont Square et les autres, tandis que l'architecture des années de réappropriation sera avant tout une architecture d'intégration et de rénovation symbolisée par la maison Alcan et également par l'architecture post-moderne. Il faut se rappeler que chaque intervention sur l'organisation spatiale qui est faite à chaque période conditionne les interventions qui seront faites dans les périodes suivantes. Ainsi, le plan militaire de Jean Talon, au début de la colonie, va nous donner la grande structure de la région métropolitaine d'aujourd'hui. Le plan de défense que les Sulpiciens, seigneurs de l'île, vont mettre de l'avant, va structurer l'île dans ses villes, dans ses villages et dans les artères que nous connaissons aujourd'hui. Les côtes, à l'exemple de Côte des
neiges qui sont développés sous le régime français nous donnent notre grille de rue du 19e siècle et va même structurer le réseau d'autoroutes urbaines au 20e siècle. Même chose à échelle plus réduite. Le plan des commissaires qui ont été chargés de démolir les fortifications au début du 19e siècle, ça nous donne des équipements tels que le square Victoria qui aujourd'hui est utilisé pour structurer le centre-ville. On peut dire le don que fait la famille Philippe de ce square va amener le commerce de détail vers la rue Sainte-Catherine. De même, la présence des terrains du chemin de fer canadien Norton au début du 20e va rendre possible la place Ville-Marie et la place Ville-Marie va créer le pôle d'un nouveau centre-ville. Ce sont les développements techno-économiques qui sont responsables surtout des grandes forces de changement et des grandes structures d'organisation spatiale, surtout lorsque ces structures réussissent à mettre à profit la géographie du milieu. Ainsi, le navire et les trains à vapeur vont nous donner l'axe lourd de développement économique, rappelez-vous, le long du fleuve, du port, du canal de la Chine, tandis que le tramway électrique va permettre l'axe léger de développement démographique le long du boulevard Saint-Laurent. La révolution dans le domaine des transports intra-urbains avec la voiture d'un côté et dans le domaine des communications avec le téléphone, la radio, la télévision, etc. va faire éclater cette région cette agglomération vers une région urbanisée avec une structure d'autoroute. Et enfin, le développement phénoménal de l'industrie des services va avoir un rôle majeur à jouer dans le développement d'un nouveau pôle de centre-ville et la prolifération de ce centre-ville qui va maintenant de la rue Berry à la rue Atwater et du fleuve à la montagne. Également, la culture a eu un rôle important à jouer dans le caractère de l'agglomération et dans le caractère de son architecture. La culture populaire qui va se retrouver dans l'architecture des maisons québécoises et même dans certains traits de la maison type. Et lorsque cette culture populaire va se combiner avec l'architecture, la culture savante, ça va nous donner une architecture particulièrement intéressante qu'on retrouve notamment dans l'église du Sceau au Récollet. L'influence des cultures nationales, celle des Français, va se retrouver dans le classicisme des places, va se retrouver dans l'urbanisme de M. Decasson, et va se retrouver dans l'architecture du régime français. Par contre, cette culture nationale des Britanniques, on la retrouve dans l'architecture victorienne, dans les squares, dans les parcs urbains, même dans la Cité-Jardin qui va venir influencer Ville-Mont-Royal. Tandis que l'influence américaine, elle est de plus en plus présente à partir du 19e siècle. On peut dire qu'on la retrouve dans la Banque royale de la rue Saint-Jacques, qui est construite par des Américains, comme on la retrouve dans la place Ville-Marie, qui est aussi construite par des Américains. On retrouve cette influence américaine dans le mouvement d'abaissement civique qui va marquer la petite ville de Maisonneuve. Et il faut dire qu'on la retrouve aussi dans le quotidien, cette influence qui se fait par la télévision, par les voyages et qui marque les genres de vie. Et ainsi, maintenant, on vit dans des agglomérations éclatées, dans des maisons unifamiliales de banlieue et marquées par des centres commerciaux de services. Tout ça ressemble bien au monde américain. Que dire de l'avenir? Aujourd'hui, nous fêtons le 350e anniversaire de Montréal. Et il faut dire que Montréal est un accomplissement humain important. En 1990, Montréal était classé à égalité avec les villes de Melbourne et Seattle-Tacoma à la première place des 100 villes les plus vivables du monde par le Population Crisis Committee de Washington. Il faut faire attention à ce type de diagnostic, mais il y a quand même quelque chose de vrai, dans le sens qu'à Montréal, on semble avoir plusieurs avantages économiques, sociaux, culturels d'une grande métropole sans avoir trop d'inconvénients. Mais il faut retenir que ces avantages et ces qualités, cette qualité de vie, ce n'est jamais assuré. Et toute l'histoire que nous avons faite avec vous montre que la qualité, que ce développement de Montréal valable, c'est une histoire de conquête continuelle. Il y a deux conditions, à mon avis, pour assurer que l'avenir soit digne du passé que nous avons vu. D'abord, Montréal a toujours pris dans l'histoire une place particulière, sans commune mesure avec ses tailles successives. Ainsi, durant le régime français, c'est la capitale mondiale des fourrures et elle prend un rôle de leadership dans l'exploration du continent. Durant la période industrielle, elle possède le plus grand port intérieur au monde et elle a tout le Canada comme hinterland.
Aujourd'hui, comme symbole, on peut dire qu'elle a développé une ville souterraine la plus développée au monde, alors que c'est quand même une métropole de taille moyenne. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à se refermer sur le cadre québécois. Et à mon avis, l'avenir ne sera pas effectivement intéressant si on ne déporte pas ce cadre pour aller vers un cadre davantage international. Montréal n'a pas une vocation locale, une vocation provinciale. Si on veut qu'elle demeure une grande ville, il faut éviter de se refermer sur un cadre provincial. Deuxièmement, à chaque période du développement, il y a eu la présence de personnes, soit gouvernementales, soit classes dirigeantes, soit élites, qui apportaient vraiment un leadership. Durant la période pré-industrielle, le leadership des seigneurs dans l'organisation du territoire. Durant la période industrielle, le leadership des marchands et des industriels qui ont tiré le meilleur profit possible du potentiel de Montréal et qui voulaient faire de cette ville une belle et grande ville. Durant la période actuelle, le leadership des technocrates, le leadership des gouvernements, le leadership des groupes de pression et de la population pour réaliser les acquis de la Révolution tranquille. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on semble subir une crise de leadership. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que tout peut changer si on commence par soi-même, s'il y a un engagement de chacun d'entre nous, soit comme professionnel, soit comme citoyen, pour vouloir réaliser Montréal de demain avec les qualités et avec les caractéristiques de belles et grandes villes qu'elle a connues jusqu'à maintenant.